On continue d'introduire des sanctions et des limites. Et aujourd'hui, nous avons invité dans le coin des matières premières Thierry Brosse pour parler des nouvelles du marché de l'énergie. Je m'appelle Monica Gibson. Thierry, l'AIE a annoncé l'âge d'or du gaz. Quelle est votre opinion à ce sujet et quelles tendances soutenant votre point de vue vous avez remarqué? Tout d'abord, nous devrons analyser les tendances et les révisions statistiques de BP qui a été publiée en juin. Ces statistiques montrent qu'il n'y avait pas de croissance du gaz en 2014 comparativement à 2013 à l'échelle mondiale. Le nombre exact est de 0,4%. Cela témoigne également d'une grande chute de 12% dans l'Union européenne. Ce que nous avons fait, nous nous sommes concentrés sur l'Union européenne et nous avons analysé l'utilisation totale de l'énergie dans le bloc, qu'on appelle la consommation d'énergie primaire. Nous l'avons analysé depuis 2006, qui était la période où l'utilisation a atteint le sommet. Nous avons constaté que l'utilisation totale d'énergie primaire dans l'Union européenne a diminué de 12% depuis 2006. Cela montre que nous utilisons l'énergie de la manière plus efficace, ce qui est très bien pour le climat. Il est intéressant que si nous jetons un coup d'œil à la consommation totale de gaz, elle a chuté de 22% entre 2006 et 2014. Ce qui signifie que la part du gaz dans la consommation de l'énergie du bloc a reculé de 26% en 2010 à environ 22% en 2014. Nous avons conclu que si nous vivons dans le monde où il n'y a pas de croissance de la consommation d'énergie, c'est déjà un obstacle pour le gaz. Le gaz souffre actuellement de la croissance des énergies renouvelables qui ont augmenté de 200% de 2006 à 2014. Comme l'Europe met en œuvre et veut développer une union pour l'énergie, je crois qu'au lieu de parler de l'âge d'or du gaz, nous devrions parler de la phase finale de déclin du gaz en Europe. C'est la principale différence de notre point de vue et celui de l'AIE. Vous avez mentionné que cette tendance est très favorable au climat. Mais quelle influence cela a-t-il eu sur le modèle des services énergétiques? Les services énergétiques doivent s'adapter à un monde, au moins en Europe, où ils vendent moins d'énergie et à un prix plus bas, et parfois même en marge faible. Mais nous avons constaté des erreurs stratégiques des services énergétiques de l'Europe, dont une était de ne pas avoir fait attention à l'accord politique de 2007, qui a fixé l'objectif en matière d'énergie jusqu'en 2020. On a pensé à ce moment-là que la tendance de la croissance de l'utilisation de l'énergie va rester la même pour toujours. Ce modèle d'affaires les a fait investir massivement dans de nouvelles usines. Et ce qui est arrivé, c'est que les nouvelles centrales thermiques, qui sont le résultat de ces investissements datant de la période des décisions quand on refusait des concepts de la transition énergétique, connaissent maintenant le déclin et elles doivent être fermées. Cette erreur a également touché le gaz, comme c'est un combustible non rentable. Thierry, comment cette erreur aurait pu être évitée? D'abord, je dois dire qu'en niant que la transition énergétique nous amène vers un monde plus efficace en termes d'énergie, les services publics européens ont nui au modèle d'affaires et ont mis le gaz dans une position défavorable. Il est donc difficile d'imaginer comment l'erreur aurait pu être évitée. Mais s'ils avaient prévu que la transition énergétique signifiait la réduction de la consommation de l'énergie, ils auraient moins investi dans de nouvelles usines et par conséquent, on devrait fermer moins d'usines. Peut-être dans ce cas-là, ils auraient pu fermer les vieilles centrales au lieu de nouvelles centrales du gaz. Compte tenu de tout cela, quel est l'avenir du gaz? Est-ce que nous allons utiliser l'énergie de façon de plus en plus efficace? Et selon vous, comment cela va influencer le prix du gaz à l'avenir? Il est important de noter que nous avons récemment vu des nouvelles en matière du gaz, comme par exemple une nouvelle réduction de la production aux Pays-Bas. Je vous rappelle que le ministre des Finances des Pays-Bas a établi une nouvelle limite de 30 milliards de mètres cubes, ce qui est 12,5 milliards de mètres cubes plus bas que la production de l'année dernière. Pour le mettre en perspective, cela représente environ 3% de la demande totale de l'Europe. Ce qui signifie que si la production européenne diminue, nous aurons besoin de plus d'importations, principalement en provenance de la Russie, parce que la Russie est le seul pays avec une capacité de réserve au niveau de production. Nous allons voir un peu plus de gaz naturel liquéfié, mais ce ne sera pas suffisant pour compenser la baisse de 12,4 milliards de mètres cubes faite par les Pays-Bas.
Nous aurons besoin de plus de gaz russe. Mais je vous rappelle que nous avons les relations un peu tendues avec la Russie. L'Union européenne a confirmé une nouvelle série de sanctions contre la Russie, les sanctions qui seront en vigueur jusqu'à la fin de janvier de 2016. Il est également important de comprendre que jusqu'à présent, il n'y a pas de prix final pour le gaz russe en Ukraine à partir du 1er juillet 2015. Les réunions étaient prévues pour la fin de juin. Donc nous aurons besoin de plus de gaz russe au moment où les tensions entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie sont très fortes. Et par conséquent, nous sommes optimistes en matière des prix pour l'hiver de 2015-2016. Thierry, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV comme nous avons beaucoup d'autres mises à jour, y compris le catch-up de l'industrie et des interviews exclusives sur les plus grandes économies. Au revoir.